Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Focus, votre nouvelle émission dédiée aux grandes questions qui façonnent notre société et éclairent les enjeux de développement en Mauritanie. Pour ce premier numéro, que nous nous intéressons à un secteur de formation professionnelle comme un levier stratégique pour le développement économique et social du pays. Une priorité clairement affirmée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui place l'autonomisation des jeunes au cœur de son projet de société. Face aux défis du chômage et de l'inadéquation entre formation et marché de l'emploi, les pouvoirs publics ont engagé ces dernières années des réformes ambitieuses, création de nouveaux centres, adaptation des programmes, renforcement des capacités des formateurs et accompagnement des jeunes vers l'insertion professionnelle. La formation professionnelle répond-elle réellement aux besoins du marché et surtout permet-elle aujourd'hui aux jeunes Mauritaniens de s'insérer durablement dans la vie active? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec nos invités, cadres du ministère de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Sid Ahmed Iyo, directeur du Centre supérieur de l'enseignement technique CSET, relevant du ministère de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mahfouz Mohamed Abdrahman Habib, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle TEQUIN. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baïleba qui revient sur l'annonce faite par le président de la République au cours de l'Iftar organisé au siège du Centre supérieur d'enseignement technique de Nouakchott. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a affirmé que la formation professionnelle constitue un pilier fondamental du processus de développement en Mauritanie et que le gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur en raison de son rôle central dans l'emploi et l'autonomisation économique et professionnelle des jeunes. Il a indiqué que cette rencontre reflète l'importance qu'il accorde à la formation professionnelle comme voie principale pour atteindre le développement économique en dotant les jeunes des compétences nécessaires pour obtenir des opportunités d'emploi conformes aux besoins du marché national. Le président de la République a déclaré que les réalisations accomplies dans le domaine de la formation professionnelle constituent un grand acquis pour l'économie nationale, soulignant que ce secteur offre aux jeunes un soutien et un accompagnement leur permettant d'entrer dans la vie active avec confiance et compétence. Il a souligné que les dernières années ont été marquées par des efforts intenses pour développer la formation professionnelle, notamment l'élargissement du réseau d'établissements, la création de nouveaux centres dans les différentes wilayas, la qualification des cadres et l'adaptation des programmes de formation aux exigences du marché du travail. Le président de la République a indiqué que la création du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique vise à apporter le soutien nécessaire aux jeunes dans leur parcours vers l'emploi, que ce soit dans la recherche d'opportunités d'emploi ou dans leur premier pas dans la vie active, précisant que cette vision repose sur deux étapes complémentaires: le développement de la formation professionnelle et son adaptation au marché du travail, et l'accompagnement des jeunes pendant la phase d'intégration dans la vie active. Il a affirmé que les opportunités d'emploi existent dans notre pays, en particulier pour les jeunes qui possèdent la compétence, l'habileté et une volonté sérieuse de travailler, soulignant que la formation professionnelle leur confère cet avantage important, à savoir la possession de compétences et leur adéquation avec les besoins du marché national. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a appelé les jeunes à poursuivre sérieusement leurs études et leur formation, soulignant que chaque compétence acquise représente une clé du succès et des opportunités d'emploi futures. Et il les a exhortés à s'engager activement au service de leur patrie en tant que pilier du présent et responsable de l'avenir.
Rebonsoir. Ma première question s'adresse à M. Sid Ahmedeyo. Je rappelle qu'il est directeur du Centre supérieur de l'enseignement technique. La formation professionnelle est présentée comme un pilier de développement. Concrètement, comment cette vision se traduit-elle au niveau du CSET? Merci. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je remercie Mauritanie pour l'intérêt qu'elle porte aux questions qui intéressent la vie des citoyens mauritaniens, et en particulier en ce qui concerne la formation technique et professionnelle. Concrètement, en ce qui concerne la question que vous avez posée, en ce qui concerne le Centre supérieur d'enseignement technique, la vision s'est traduite par deux axes principaux. Le premier étant la formation des techniciens supérieurs pour une réponse directe au marché de l'emploi à travers, je dis bien, donc sur une durée d'une formation de 2 ans à travers un BTS. C'est le Centre supérieur d'enseignement technique forme des jeunes prêts et opérationnels à intégrer le marché de l'emploi. Et les résultats sont là. Chacun peut vérifier. Les dernières enquêtes menées sur l'insertion des jeunes donnent de 80 à 95% d'insertion suivant les années et les filières, bien sûr. Ensuite, il y a le deuxième axe qui est la formation des formateurs. Comme vous le savez, sans avoir de bons formateurs et de bons enseignants, malheureusement, la qualité n'y est pas, on ne peut pas malheureusement la trouver. Par conséquent, le ministère de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers donne une part importante donc, à cette formation de formateurs qui, bien sûr, à son tour, va former, en formant les jeunes des diplômés de certificat de compétences du CAP, des BT et des BTS, vont intégrer le marché de l'emploi. Je peux dire donc que le centre, en formant à la fois des techniciens qualifiés et des formateurs compétents, contribue directement à faire de la formation professionnelle un vrai pilier du développement de l'économie mauritanienne. Et quelles sont les grandes réformes engagées ces dernières années dans l'enseignement technique et professionnel? Merci donc pour aussi cette question qui va sûrement être un complément à la première. Rappelons qu'au premier quinquennat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, il y a eu la mise en place de la stratégie de la formation technique et professionnelle qui s'étale de 2023 à 2030. Et dans son programme de Toumohi al-Watan, qui est de 2024, le deuxième quinquennat qui entame sa deuxième année, là, il y a eu la réforme, bien sûr, comme étant une mise en œuvre de la stratégie de la formation technique professionnelle. Cette réforme consiste à créer, ce qui est déjà d'ailleurs en place, parce que le directeur général adjoint est là, de l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle, qui est chargée d'organiser, de piloter l'ensemble du dispositif de la formation technique et professionnelle, et en particulier toutes les écoles sous tutelle du ministère de la formation technique et professionnelle. Bien sûr, de rationaliser les ressources humaines et financières, et enfin améliorer et à rapprocher davantage et répondre aux besoins du secteur privé. Deuxième axe de la réforme étant celui qui concerne le Centre supérieur d'enseignement technique, qui voit ses missions renforcées
est bien sûr multiplié. Il n'avait que la formation des BTS et la formation des formateurs, formation initiale et continue des enseignants qu'on appelle les formateurs. Mais en plus, maintenant, suivant cette réforme, il aura la formation des inspecteurs, formation continue initiale des inspecteurs. Il aura à former en formation continue tous les cadres dispositifs de la formation technique et professionnelle. Et en plus, il aura la possibilité d'offrir des formations en master et licence professionnelle. Et donc, vraiment, c'est une réforme, deux axes complémentaires, la création de l'agence et l'élargissement des missions du Centre supérieur d'enseignement technique. Tout ceci, c'est pourquoi, c'est bien sûr, c'est pour mieux former les jeunes et pour mieux répondre aux besoins de l'économie nationale. L'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est avoir 115 000 plutôt formés d'ici 2030. Donc ça, c'est l'objectif quantitatif. Il y aura la création de certains pôles de formation, des pôles régionaux de formation. Et enfin, l'amélioration du pilotage à travers donc des relations beaucoup plus importantes avec le secteur privé. Merci pour ce. Monsieur Mohamed Abdelrahman Habib, quelles sont les mesures que le département met en œuvre pour répondre à la stratégie nationale de la formation technique et professionnelle? Merci pour la question. Moi, à mon tour, je remercie la télévision mauritanienne pour cette invitation et pour l'intérêt permanent qu'elle accorde surtout à la formation technique et professionnelle. C'est levier stratégique, comme vous l'avez signalé, pour l'emploi des jeunes et pour la compétitivité de notre économie. Et comme vous l'avez signalé tout de suite dans le reportage, la formation technique et professionnelle, par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, à la rupture des jeunes le 26 mars, le 16 mars, pardon, c'était le 26 Ramadan, a marqué un message extrêmement important que l'engagement de l'État pour développer la formation technique et professionnelle, pour accompagner la formation technique et professionnelle et surtout pour valoriser la formation technique et professionnelle. C'est un message très fort et très clair. Ceci étant, comme le directeur vient de le signaler, le ministère a mis en place une stratégie nationale qui est autour de 4 axes. Le premier axe, comme le directeur vient de le dire, c'est l'amélioration de l'accès à la formation pour former 115 000 jeunes. C'est pas facile. Donc le département a mis plusieurs sous-activités, sous-axes, la création de nouveaux établissements. Il y a le pôle de Dar Naïm qui est en train d'être... ces études ont été achevées. Le lancement va être bientôt, fin de ce mois. Et le pôle de l'Emina, aussi pour les métiers du BTP et de l'artisanat urbain. Et aussi l'extension de quelques établissements, y compris l'ECSET, le Centre supérieur d'enseignement technique, a bénéficié d'une extension extrêmement importante. Et actuellement, une deuxième phase va commencer. Et il y a l'extension de l'école de Rosso, où on a posé la première pierre il n'y a pas longtemps. Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a posée en présence de l'ambassadeur d'Allemagne, qui va accéder à 500 postes. Et il y a la construction de nouveaux sièges pour des établissements qui n'avaient pas de siège ou bien qui ont le siège, comme le lycée commercial, avec 1080 sièges. Et l'école TIC de Nouadhibou,
que le président de la République a posé la première pierre aussi cette année, et pour 1120 postes. Il y a aussi la création beaucoup de la mobilisation des financements pour beaucoup d'établissements qui sont en cours d'études et en cours de recherche de mobilisation. Donc tout cela pour augmenter la capacité d'accueil, ça c'est le premier axe, et surtout pour la mise en œuvre des modes de formation, surtout l'apprentissage et l'alternance. Le deuxième axe, quand on augmente la qualité, il faut réfléchir à la qualité. Donc, comme vient le directeur maintenant, donc là, le premier axe, sous-axe de la qualité, c'est le formateur. C'est le noyau de la réforme. Donc là, il faut deux types de formateurs. Des formateurs qui sont ici des écoles académiques, qu'on va les former, et d'autres qui sont déjà sur le terrain. Il faut identifier leurs besoins en formation, et les former pédagogiquement et techniquement. Il y a aussi les programmes de formation, il faut les actualiser, il faut élaborer d'autres qui sont dans les secteurs émergents. Il y a des secteurs émergents qui n'ont pas encore couvert par les programmes, donc il faut écrire les programmes, les curricula de ces programmes. Il y a aussi l'acquisition des équipements didactiques, quelque chose qui n'est pas facile. Il faut créer des milieux propices pour l'acquisition des compétences à l'école avant que les élèves quittent vers le terrain. Il faut avoir des équipements, ce qui est des coûts énormes sont mobilisés pour ces équipements. Il y a aussi les infrastructures. Il faut adapter les infrastructures dans les conditions d'acquisition réelle, d'acquisition des compétences. Il y a aussi les nouvelles technologies émergentes qu'il faut les insérer. Il y a des laboratoires de fabrication, des laboratoires dictés par les nouvelles technologies qu'il faut les insérer, qu'on appelle les Fab Labs, pour développer l'innovation. Donc, il y a aussi, la première fois, en Mauritanie, l'année passée, on a mis en place un référentiel national de qualité sur lequel on juge les établissements, est-ce qu'ils sont conformes. Et actuellement, le ministère est en train de recruter un bureau pour la certification de une première cohorte de 7 établissements sur les dernières normes standards internationaux, ISO 21001. Tout ça pour accompagner la qualité au cours des questions. Donc là, on peut en parler. Et quelle est la logique globale qui a conduit à la création de l'agence TechWin, et en quoi cette réforme répond-elle aux limites actuelles du système de formation professionnelle? Vous voyez, comme le directeur au premier quinquennat, toute la formation technique et professionnelle avait aux environs de 5000 stagiaires, la capacité d'accueil. En 2024, 12 188. En 2025, l'année passée, c'était 19 000. Cette année, on va vers 20 000 et on croit qu'on peut atteindre 23 000. Cet accompagnement, cette progression, là, il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie de gouvernance. Ce n'est pas la même gouvernance qui... actuellement, on a beaucoup d'établissements fragmentés. Là, la gouvernance qui est adaptée pour 5 000 stagiaires ne peut plus être efficace, ne peut plus être efficiente. Donc là, il faut obligatoirement changer de stratégie. C'est pour ça que dans le gouvernement a mis en place l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle, TechWin, pour accompagner cette réforme, pour avoir des idées très claires pour la gouvernance de ce flux qui est en augmentation accrue de la formation technique et professionnelle. Merci. Oui. Comment identifiez-vous les besoins réels du marché du travail dans la conception de vos programmes? Très bien. Donc, moi, ce soir, je vais me limiter surtout pour les deux axes sur lesquels j'ai déjà tantôt parlé, c'est-à-dire
la formation pour les BTS et la formation des enseignants et professeurs. Donc il y a deux méthodes différentes pour identifier les programmes. Pour le BTS, c'est relativement clair. Il faut écouter l'entreprise. Ça commence par l'écoute des besoins de l'entreprise par le Centre supérieur d'enseignement technique. Donc, à partir de cette écoute, il transmet au ministère donc les besoins identifiés à intégrer, ça suivant bien sûr la politique du ministère. Donc, si ces besoins peuvent être intégrés dans la carte de formation, ils le seront. Une fois intégrés comme étant un choix de filière, le ministère les envoie à l'INAP FTP, l'Institut national de promotion de la formation, qui était chargé d'élaborer des programmes et qui est en cours d'absorption par l'Agence nationale de formation de la formation, TEQUIN. Celui-ci donc élabore ces programmes, les produits, et il les renvoie de nouveau au ministère qui les valide. Une fois validés, ils reviennent au CET. Donc il y a ce parcours circulaire. Et une fois revenus, bien sûr, là, on les met en place. En général, si l'identification était très bonne, si l'écoute de l'entreprise a été vraiment convenablement bien fait et le programme bien élaboré, en général, on trouve presque une adéquation entre la formation, l'emploi et la formation. Mais de toutes les façons, je constate aujourd'hui que l'entreprise accentue donc la demande sur vraiment les besoins pratiques, sur les travaux pratiques, sur la partie vraiment pratique, et ne veut pas peut-être beaucoup de théorie pour la formation au niveau des techniciens supérieurs. Et je pense que c'est ce résultat qui donne le taux d'insertion dont j'ai déjà parlé. En fait, pour les formateurs, c'est une autre approche et une autre logique. Parce que pour les formateurs, ça dépend du ministère. Le ministère identifie les besoins en formateur suivant sa carte de formation et suivant les besoins des établissements de formation. Ce travail serait fait maintenant à travers l'agence TEQUIN, qui fera sûrement ces identifications, qui les transmettrait au niveau du ministère, et c'est à son tour. Donc, une fois validé par le ministère, ça renvoie au niveau du Centre supérieur d'enseignement technique, qui les met donc en œuvre. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'il y a des programmes qui vont améliorer la qualité de la formation directement et qui vont aller au marché du travail, c'est pour les techniciens supérieurs. Et il y a les programmes qui vont aider les formateurs, les futurs formateurs, donc nouvellement formés sur, bien sûr, les parties techniques et pédagogiques, et qui seront capables de former au niveau des établissements et sur, bien sûr, les niveaux du CAP, comme j'ai dit, du CC, du BT et du BTS. Voilà donc le processus. Existe-t-il aujourd'hui une cartographie claire des métiers en tension en Mauritanie? Merci, ça c'est une question qui est extrêmement importante et qui dépasse en quelque sorte un peu si je peux dire ça, le centre supérieur. Non, elle excelle un peu, c'est-à-dire elle est un peu au-delà des missions du Centre supérieur d'enseignement technique, mais n'empêche que je vais essayer quand même un peu de répondre. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la cartographie des métiers en tension? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, c'est-à-dire que nous connaissons exactement les métiers qui existent,
mais que la formation professionnelle ne répond pas jusqu'à présent. C'est-à-dire donc que l'entreprise il y a des niches de postes d'emploi que malheureusement peut-être la formation professionnelle ne répond pas. Et en fait, cette cartographie, vous m'avez dit si elle existe ou non. Moi, je pense bien qu'elle est dans un état embryonnaire. Parce qu'elle repose en fait sur 3 acteurs principaux complémentaires. Premièrement, l'entreprise qui doit pouvoir exprimer exactement ses besoins et clairement. En fait, intervient après le département de l'emploi qui devrait amasser tout ça et le mettre sous forme d'une demande, donc d'une étude sur les emplois pouvant exister. Et à la fin, c'est au niveau du ministère du département de la formation professionnelle donc de traduire tout ça en programme de formation qui serait ensuite exécuté par les établissements de formation, dont bien sûr l'ECSET entre autres. Donc vraiment, mais je pense et là, que le ministère, les trois acteurs principaux devraient rapidement formaliser cette cartographie qui est dans un état, comme je disais tantôt, embryonnaire, pour qu'on puisse vraiment faire exactement l'adéquation formation-emploi. Parce que tant qu'on n'a pas une cartographie très claire, il n'y aura pas malheureusement d'adéquation formation-emploi. Vous avez parlé d'adéquation. Comment assurez-vous l'adéquation entre les formations dispensées au CSET et les opportunités d'emploi? Bon, pour le CSET, il serait peut-être ambitieux de parler de l'adéquation formation-emploi au niveau du dispositif de la formation professionnelle, ce que peut-être je laisse pour le directeur général de l'agence. Mais pour le CSET, je crois qu'on a cet handicap de la cartographie des métiers en tension qui n'est pas encore vraiment dans un état qui nous permette de saisir exactement les besoins. N'empêche qu'il y a un effort extrêmement important mené par le Centre supérieur d'enseignement technique qui est l'écoute des entreprises. Parce que nous avons en fait peut-être une possibilité, on a plus de possibilités que les autres établissements, car nous adressons à un dispositif industriel, à une économie formelle. Tandis que pour le reste du dispositif de la formation professionnelle parle plutôt, une partie importante, à un secteur informel qui est, comme sa définition l'indique, un peu insaisissable et dont les besoins sont un peu difficiles à saisir. Par contre, pour nous, nous avons la majorité des grandes entreprises de la Mauritanie, par exemple, en l'occurrence la SIM, la Somelec, etc., la SN2. Et donc, on a la possibilité de saisir plus donc les besoins. Et par conséquent, on essaie, bien sûr, et c'est l'objectif, vraiment, de répondre exactement à leurs besoins à travers des programmes qui sont élaborés, comme j'ai dit, par l'agence, validés par les ministères. Et après, bien sûr, il faut mettre les moyens qu'il faut pour bien, parce qu'un programme tout seul ne suffit pas. Il faut avoir des équipements, il faut avoir de la matière d'œuvre, il faut avoir des formateurs, bien avant peut-être. Et tout ceci, pour le moment, c'est à grande partie quand même, donc l'ECSET peut le faire sans aucun problème. Merci. Monsieur Mahfouz, comment l'agence TechWin s'inscrit-elle dans la stratégie de développement économique du pays, notamment face aux mutations des secteurs clés comme le gaz, les mines ou le numérique? Merci, ça c'est une question très importante qui s'inscrit exactement dans le troisième axe de la stratégie nationale de la formation technique et professionnelle, qui consiste à développer des outils normatifs pour rapprocher l'offre de formation du besoin de l'économie nationale. Et comme
le directeur vient de le signaler, que c'est une problématique qui doit être résolue par plusieurs acteurs. Ce n'est pas seulement la formation professionnelle. C'est pour cela il vous a dit une notion extrêmement importante, que c'est dans une phase embryonnaire. Effectivement, il y a eu une note de service conjointe entre le ministère de la formation professionnelle et l'autonomisation des jeunes, qui a mis en place un comité, une commission, où le directeur de l'INAP, le directeur général de la formation technique et professionnelle, le directeur général de l'emploi, le directeur général de l'agence Tachril et le patronat. Et là, on suivait le marché. À chaque fois qu'il y a un besoin émergent, on essayait, surtout dans le BTP, dans les BTP, qui est vraiment, il y a une carence en main-d'œuvre nationale. Donc, on a accompagné plusieurs métiers dans la formation, et eux, ils ont l'insertion, et le patronat aussi a mobilisé les entreprises pour les stages de fin de formation. Et ça a été vraiment une phase de coopération qui a donné des fruits pour l'insertion des jeunes. Ceci étant, nous, on prévoit dans l'agence de Queen un certain observatoire pour les métiers émergents, dans le numérique, dans l'agriculture moderne, dans les mines, dans l'hydrogène vert. Et on essaye à chaque fois qu'il y a un secteur émergent, donc il y a un autre département qui sera consacré pour les études sectorielles. Ces études sectorielles qui définissent le référentiel emploi, formation, compétences et le référentiel emploi, métier. Donc là, ce sont les documents nécessaires pour élaborer les curricula. Et là, on ne peut pas les faire sans l'entreprise. Donc là, comme vient le directeur de se signaler, il faut une analyse de situation de travail qui est conjointement faite par les pédagogues et les responsables des métiers, ou bien les gens qui exercent dans des métiers, pour définir quelles sont les compétences inhérentes à l'exécution de ces métiers, pour pouvoir tracer les grandes lignes du programme qu'on appelle les REM et les REC, les référentiels emploi-métier et les référentiels emploi-compétences. Et ceci a été fait il n'y a pas longtemps pour l'hydrogène vert que notre pays est en train de développer, une main-d'œuvre et des compétences pour l'accompagner. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup d'investissements qui sont orientés vers la Mauritanie, mais si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée qui peut accompagner les entreprises, soit ils vont chercher ailleurs pour une main-d'œuvre, soit ils vont dire que c'est impossible d'investir dans ce pays. C'est pour ça que cette question est un axe principal pour notre stratégie nationale de la formation technique, pour répondre aux besoins émergents des métiers, et aussi pour actualiser les autres métiers sans pour autant utiliser, parce que chaque programme a une durée de vie. Le programme qui a été enseigné il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être cette année n'est pas adéquat pour cette adéquation entre la formation et si maintenant on demande à l'entreprise, est-ce que il y a une adéquation de la formation, peut-être ils vont dire non. Ils vont dire non. C'est pour cela que nous, on a besoin de ce rapprochement de l'entreprise et dans notre vision qu'il faut une certification internationale. C'est celle qui va donner vraiment une valeur ajoutée aux établissements pour dire voilà, ce sont des établissements de qualité, certifiés, de qualité. Et là, le plus grand problème, j'ai déjà signalé dans une émission ici, que le plus grand problème, que malheureusement jusqu'à présent dans le secteur informel qui est la majorité des emplois, ils cherchent quelqu'un de compétent. Et nous, dans la formation professionnelle, on ne peut pas former un expert. On ne peut pas former un expert. Un expert, c'est avec l'expérience. Mais
on dit qu'il faut un seuil minimal pour entrer au marché d'emploi. Mais c'est au cours de son stage, c'est au cours des années qu'il va devenir compétent. Donc là, il faut obligatoirement que les entreprises collaborent avec nous pour avoir des stages d'immersion pour pouvoir acquérir les compétences d'exécution de ce métier. Revenons un peu à l'agence TechWin. En quoi sa création constitue-t-elle une transformation structurelle du système de formation professionnelle et pas simplement une réorganisation institutionnelle? Oui, ce n'est pas une réorganisation, c'est une transformation profonde. C'est un système qui a été fragmenté, qui va être un système intégré. L'INAP avait un département d'ingénierie de formation, un département d'ingénierie pédagogique, un département d'études sectorielles. Et les établissements formés, chacun aussi formé comme il veut. Donc il y a certes, il y a l'inspection pédagogique et son jeu, mais il n'y avait pas cette synergie avec aussi un département de financement de la formation. Et ça, c'est une approche intégrée maintenant, toute de A à Z. Donc, il y a une responsabilité. L'agence est un outil opérationnel pour mettre en œuvre les directives et les orientations du ministère. Et c'est pour cela qu'on a responsabilisé de l'analyse de la situation du travail jusqu'à l'insertion, jusqu'à la phase d'insertion. C'est elle qui est responsable de ces phases. Donc, si les établissements étaient déconnectés, chacun travaille pour soi, maintenant, c'est un système intégré. Et ce n'est pas une organisation, c'est un changement de modèle. Donc, les pays qui nous ont avancé dans la formation professionnelle ont vécu cette expérience. Et là, ils ont trouvé la solution dans cette réorganisation qui est, je ne peux pas dire organisation, dans cette profonde, un profond système intégré. Vous pouvez nous parler de ces missions principales et comment couvre-t-elle l'ensemble de la chaîne depuis la conception des formations jusqu'à l'insertion professionnelle? Voilà, la chaîne commence par l'observatoire des métiers et des compétences. Donc, à chaque fois qu'il y a un métier qui est né, il y a des métiers qui n'existaient pas depuis 15 ans, depuis 10 ans. Depuis 3 ans, on ne parlait pas ici en Mauritanie des métiers de l'hydrogène vert. Donc, il faut un système, un observatoire des métiers et des compétences et des études sectorielles qui vont pouvoir déterminer l'ensemble des compétences de ces métiers. Et à chaque fois qu'il y a l'économie demande d'avoir de ces compétences, il faut obligatoirement passer par la deuxième phase de l'ingénierie, l'élaboration des curricula. L'élaboration des curricula, c'est la deuxième mission et ce n'est pas seulement les curricula, il y a des guides. Donc, la formation professionnelle, elle est très profonde, parce que quand on élabore un programme, il faut des guides, mais aussi il faut des équipements. Il faut des équipements qui parfois coûtent très cher. Il faut des simulateurs, il faut un environnement propice pour l'acquisition des compétences qui peut avoir une structure très particulière. Donc, de ce fait, il faut aussi des guides de détermination de l'ensemble des équipements nécessaires pour la mise en œuvre des programmes. Et il faut aussi un guide pour l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas nous qu'on évalue. Ce sont les entreprises qui vont évaluer. C'est pour cela qu'il faut leur demander quels sont les critères d'évaluation nécessaires pour chaque programme et pour après les transférer aux formateurs. Voilà, c'est ce que l'entreprise veut et elle va nous évaluer sur ces critères. Il faut préparer
ton cours, il faut préparer ta formation en adéquation avec l'offre de formation qui a été déterminée par l'entreprise, comme vient le directeur de signaler, ça s'appelle l'AST. Et puis, il y a la mission de financement. Vous savez que le financement de la formation technique et professionnelle, on en parlera, n'est pas aussi simple. Donc, il y a des taxes d'apprentissage, il y a les budgets de l'État, il y a le partenariat, mais il y a aussi les ressources propres. Donc, l'établissement, quand il ne génère pas de ressources propres, donc là, ça veut dire qu'il ne peut pas faire une prestation de service pour l'entreprise. Et quand il ne peut pas faire une prestation de service, ça veut dire qu'il n'est pas compétent. Donc, il y a un ensemble de chaînes de valeur après que donc il y a la formation elle-même, il y a un suivi, il y a une gestion de ces établissements. Ces établissements étaient déconnectés, maintenant ils sont intégrés, donc là il faut une gestion rationnelle de ces établissements. Il y a un conseil pédagogique national qui va pouvoir statuer sur l'ensemble des programmes, valider l'ensemble des curricula et des axes pédagogiques, mais pour chaque établissement, il y a une autonomie adaptée. Une autonomie adaptée. Une autonomie adaptée, ça veut dire qu'il faut lui laisser une marge de manœuvre, mais il faut que ça soit aussi concerté avec l'agence, parce que nous, on a un cahier de charges du ministère. Un cahier de charges et on a des ressources pour cela. Donc là, il faut obligatoirement répartir l'ensemble des ressources sur les établissements pour qu'on puisse mettre sur place les compétences demandées par le ministère. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sidi Ahmed, la création de nouveaux centres répond-elle à une vision stratégique ou une pression sociale? Merci. Donc, cette question encore ne relève pas directement des missions du centre, mais n'empêche que je vais essayer en tant que professionnel de la formation professionnelle d'y répondre. Nous avons parlé au début de notre émission de la stratégie de la formation professionnelle. Dans cette stratégie, il y avait en fait la création de certains établissements, dont notamment le pôle de Dar Naïm, que le directeur général vient de citer. Et si je me rappelle bien, dans l'axe de l'offre de formation, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité d'accueil des établissements de formation et l'offre, nous avons quand même un objectif assez intéressant, assez important. 115 000 d'ici 2030, ce n'est pas peu par rapport au nombre que nous formons aujourd'hui, malgré que le nombre aujourd'hui est important par rapport à 2019, 2020 et 2024. N'empêche qu'il va falloir quand même augmenter le nombre d'établissements. Je me rappelle quand même qu'il y avait une programmation de la création au moins de 8 établissements nouveaux au niveau des Muqata'a, parce que la majorité des établissements aujourd'hui sont au niveau des chefs-lieux de wilaya. À part Bogué, je ne me rappelle pas d'avoir une autre Muqata'a où il y a vraiment un établissement de formation tel qu'il doit être. Et par conséquent, et ça serait des ressorts de l'agence, parce que tout établissement à créer serait directement sous sa gestion. Et il me semble que normalement, on doit répondre il y a ces deux choses. Il y a socio-économique. Un établissement pertinent doit avoir donc vraiment une justification socio-économique. Il est vrai que jusqu'à présent, à un moment donné, la majorité des établissements étaient créés vraiment par souci surtout social et non économique. Maintenant, l'objectif du ministère est vraiment de créer des établissements qui répondent à l'économie nationale. Et par conséquent, pour tout nouveau établissement à créer, il y aura sûrement une étude auparavant socio-économique bien bâtie, bien faite, pour justifier la création de tel ou tel établissement dans telle ou telle
lieu. Une fois cette étude réalisée, elle serait sûrement transmise au niveau du ministère de tutelle, qui est le ministère de la formation technique et professionnelle. Et là, ça dépend, bien sûr, de la politique générale du gouvernement mauritanien. Et je pense que si l'étude était très bien faite, bien argumentée, il y aura sûrement beaucoup de créations dans les prochaines années. Et comment évaluez-vous l'impact global des politiques publiques dans votre domaine? Ça, c'est la première partie de la question. Et quels sont les principaux défis structurels auxquels vous faites face aujourd'hui? Très bien. Moi, je pense que durant toute notre mission, on n'a parlé que des impacts de la politique de la politique générale publique sur la formation technique et professionnelle. Moi qui suis ancien au niveau de la formation technique et professionnelle, je sais qu'aujourd'hui, l'intérêt donné par les pouvoirs publics, en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, donne un signal très fort de l'intérêt apporté à ce secteur qui est essentiel et qui, comme a dit le directeur général, est extrêmement cher. Ça, on doit le signaler. En comparant avec l'éducation nationale, qui est un pilier essentiel, bien sûr, de la vie des nations, mais aussi l'économie mauritanienne ou l'économie de toute autre nation ne peut se développer sans ce pilier qui est la formation professionnelle. Bien sûr, une formation structurée, une formation de qualité, une formation qui est faite, qui part de l'écoute de l'entreprise, comme nous avons déjà souligné. Et là, l'impact, on le voit. Quand je regarde le nombre de programmes élaborés, les référentiels, les curricula élaborés ces dernières années, quand je regarde le renforcement des formateurs, nous, en tant que centre supérieur d'enseignement technique, on forme les professeurs d'enseignement technique. Et nous sommes à la 3e promotion depuis 2019. Première promotion, 2020. Deuxième, 2022. Troisième, maintenant, depuis 2025. Et donc, ça, quand même, dénote de l'intérêt apporté par les pouvoirs publics à la formation technique et professionnelle. Je regarde, et là, ça a été déjà dit aussi, le nombre d'établissements qui ont bénéficié d'une extension de réhabilitation. C'est extrêmement important. Le nombre de lots d'équipements qui ont été acquis ces dernières années. Et qui sont, bien sûr, que certaines sont en cours aussi. Quand je regarde l'extension par la construction en cours du pôle de Darnaïm et celui de l'Mina, l'école de BTP de l'Mina. Tout ceci démontre vraiment d'une façon très, très claire que les pouvoirs publics donnent une importance capitale à la formation technique et professionnelle. Bien sûr, il y a des défis. Oui, les défis, certes. Les défis, il y en a. Les défis, tout ce que j'ai dit reste à renforcer et à améliorer. Nous avons besoin de renforcer davantage la formation des formateurs parce qu'ils sont des piliers de la qualité ou quand même l'un des vraiment acteurs principaux qui peut améliorer la qualité. Nous avons besoin des équipements. Et je ne cesse de répéter, la formation professionnelle est très chère. Parce que vous devrez avoir de la matière d'œuvre, vous allez un maçon, un menuisier, un soudeur, il doit gaspiller beaucoup pour qu'il se forme. Mais une fois formé, bien sûr, la rentabilité serait vraiment réalisée. D'accord. Maintenant, je crois qu'avec la création de l'agence, avec l'extension des missions du Centre supérieur d'enseignement technique, avec l'appui
et bien sûr les orientations du ministère, je crois que tout ceci permettront ensemble de lever et vraiment de surmonter les défis que j'ai annoncés. Je rappelle qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Monsieur Mahfouz, comment s'organise la répartition des rôles entre le ministère et l'agence et en quoi cette architecture permet-elle d'améliorer la gouvernance du système? Aussi, moi je crois que la chose est très claire. Le ministère garde ses missions de pilotage stratégique, les visions stratégiques, les programmes stratégiques et aussi la régulation. La responsabilité de la régulation de ce qui existe en matière de formation, c'est la responsabilité du ministère. Et l'agence exécute l'opérationnel. Ces rôles sont, avec la détermination de ces rôles, chacun connaît sa responsabilité et la redevabilité est très facile à exécuter. Donc de ce fait, nous, comme vient de le dire le directeur maintenant, dans la formation professionnelle, avec cette agence qui a pris l'ensemble des phases de la chaîne de valeur de la formation, va être vraiment devant des situations où les missions sont très claires. Et c'est ça ce qui est le côté positif de cette gestion. Et c'est elle qui a sa responsabilité. Si avant, les établissements disent non, le programme n'est pas bon, parce que c'est l'INAP qui l'a fait, maintenant, non, on ne peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Ça, c'est l'agence qui fait les programmes, qui suit le marché, qui suit le partenariat avec les entreprises. Et tout ça, c'est le rôle de l'entreprise. Donc là, elle aura ses structures de répartition et une gestion centralisée qui va pouvoir donner des résultats. Avant de passer la parole à M. Sidi Ahmed, si vous avez un message, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, un message que vous souhaitez adresser aujourd'hui aux jeunes et aux familles concernant la formation professionnelle et les opportunités qu'elle offre. Moi, je crois que le message a été bien envoyé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la rupture des jeunes, pour l'importance de la formation professionnelle. Et que dans beaucoup de pays actuellement, les gens, même s'ils ont des licences ou des masters, ils reviennent dans les écoles professionnelles pour avoir un métier. Pour avoir un métier, donc c'est une garantie pour la jeunesse de vivre une vie paisible, avec des compétences qui sont facilement vendables au niveau du marché d'emploi. Je demande à la jeunesse mauritanienne de s'orienter. Il y a des secteurs qui sont déjà saturés, mais il y a d'autres qui ont énormément de demandes d'emploi, que l'emploi, comme on dit, l'amal al-sharaf. Donc, vraiment, je demande à la jeunesse de venir dans les centres de formation, de s'inscrire dans les métiers émergents et les métiers vraiment des créneaux porteurs d'emploi pour construire l'opportunité de construire notre pays. Surtout avoir un métier. La formation technique souffre parfois d'un déficit d'image. Comment revaloriser ce parcours auprès des jeunes rapidement en 1 minute? Ok, moi je pense que vous avez raison, malheureusement. Jusqu'à un passé très récent, la formation technique professionnelle a souffert d'un déficit vraiment d'image auprès des jeunes mauritaniens, malheureusement, et auprès même des familles. D'accord, oui. Mais je pense qu'il nous revient, en tant qu'acteurs, principaux acteurs de la formation technique professionnelle, de les convaincre. Bien sûr, par 2 choses pour moi. Pour moi, par la réussite des sortants de la formation, c'est-à-dire en donnant aux sortants une qualification qui lui permet de trouver un métier rapidement. Et deuxièmement, utiliser les moyens donc, de la communication pour montrer la réussite de nos sortants. Je crois que
en tablant. Et bien sûr, appeler les gens tout court, venez, venez, venez. Si on n'arrive pas à sortir un produit vendable, notre produit c'est quoi? C'est le sortant de la formation professionnelle. Merci. Au terme de cette émission, une réalité s'impose avec clarté. La formation professionnelle n'est plus une alternative. Elle est devenue une nécessité stratégique pour le développement de notre pays. À travers les réformes engagées, l'extension des infrastructures, la diversification des filières et le renforcement du lien avec le marché de l'emploi, la Mauritanie amorce une transformation profonde de son système de formation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, une capacité d'accueil multipliée des milliers de jeunes formés et surtout un taux d'insertion qui confirme la pertinence des choix opérés. Mais au-delà des statistiques, c'est une vision qui se construit, celle d'une jeunesse qualifiée, autonome, capable de créer, d'innover et de contribuer activement à la croissance économique nationale. Le défi reste néanmoins collectif. Il implique l'État, le secteur privé, les partenaires techniques, mais aussi les jeunes eux-mêmes, appelés à saisir ces opportunités et à croire à la valeur des métiers. La formation professionnelle, c'est finalement bien plus qu'un apprentissage. C'est un levier de dignité, d'inclusion sociale et d'avenir. Merci à nos invités, leur éclairage. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que j'étais avec Sid Ahmed Eyo, directeur du CSET au ministère de la formation professionnelle. Merci. J'étais également avec M. Mahfouz Mohamed Abdrahman Habib, qui est directeur général adjoint de l'agence Tequin. Merci. Focus revient la semaine prochaine. Au revoir.